joue un rôle capital dans les rituels funéraires et les mariages. Voilà pour le titre. Bienvenue. 158 317 agents ont été recensés dans le cadre de la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Mais seulement 122 166 ont fait l'objet d'identification physique et biométrique. C'est le constat rendu public par le ministre en charge de la refondation lors de la remise officielle solennelle du rapport final de la CIRH. 36 151 agents ne se sont jamais présentés au contrôle physique entrepris à cet effet, ce qui coûte à l'État une bagatelle d'environ 48 milliards de francs CFA annuellement. En recevant le rapport, le président de la transition a évoqué l'importance de cet outil dans la gestion intégrée de nos ressources humaines. Il a vivement félicité les cadres qui ont participé à cette œuvre, mais a demandé d'accorder un délai de grâce aux retardateurs avant de passer à la phase de purge. Le compte rendu de l'événement est signé Al-Hussein Touré. La remise de ce rapport au chef de l'État est la traduction de la volonté de l'État du Mali de réussir une gestion efficiente des ressources humaines grâce à la création de fichiers personnalisés pour chaque agent retraçant sa situation passée et actuelle. Le système intégré de gestion des ressources humaines a été mis en place dans le but de réussir la rationalisation des ressources humaines et financières de l'État. C'est un processus inclusif qui a concerné toutes les régions sur l'étendue du pays et les agents travaillant dans nos représentations diplomatiques et consulaires. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Les principaux résultats des opérations de recensement et d'identification biométrique des agents de l'État et des collectivités territoriales font état de 158 317 agents recensés pour l'ensemble des secteurs, sur lesquels 122 166 agents ont fait l'objet d'identification physique et biométrique. Il se dégage un nombre important d'agents qui ne se sont pas présentés au contrôle physique biométrique. Ce nombre s'élève à 36 151 agents. L'incidence financière annuelle de la prise en charge salariale de ces 36 151 agents non identifiés est estimée à 48 285 231 612 francs CFA. Au terme du processus de mise en place du projet SGRH, nous pouvons affirmer que notre administration est dotée d'un outil performant permettant, entre autres, la mise à disposition d'un fichier unique du traitement des salaires des agents de l'État et des collectivités territoriales, l'interconnexion entre les différentes structures en charge de la gestion des ressources humaines, la disponibilité des statistiques fiables pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La mise en place du dispositif répond aux difficultés que rencontre l'État malien dans sa volonté de bâtir une fonction publique efficiente et une meilleure gestion des ressources. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Depuis plusieurs années, notre administration est confrontée à un paradoxe profond, la nécessité de maîtriser les effectifs et la masse salariale, sans pour autant disposer d'informations fiables et consolidées sur ses propres ressources humaines. Parmi les principales causes de ces dysfonctionnements, nous pouvons citer l'insuffisance mise à jour des fichiers personnels au sein des structures de gestion des ressources humaines, le déficit d'interconnexion fonctionnelle entre les services RH de l'État et ceux des collectivités territoriales et l'absence d'un mécanisme unifié de gestion salariale, notamment pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Face à ces diagnostics préoccupants, j'ai instruit le gouvernement de concevoir un système moderne, intégré et sécurisé, le SIGRH, adossé à des données biométriques. Évoquant la qualité et la hauteur du travail accompli par une équipe de cadres maliens, le chef de l'État a suggéré sa solution pour assurer la réussite future du projet. Je me félicite particulièrement que cette solution ait été conçue, développée et mise en œuvre par des techniciens maliens, et ce sur financement exclusif du budget national. Il s'agit là d'un signal fort de notre engagement pour une souveraineté numérique effective au service d'une gouvernance modernisée.
Pour assurer la pérennité et l'efficience de ces dispositifs stratégiques, je recommande au gouvernement de prendre en compte les recommandations issues du rapport, parmi lesquelles l'octroi d'un délai de grâce de 3 mois aux agents non recensés, non identifiés ou ne disposant pas de NINA pour régulariser leur situation avant toute application des sanctions prévues en la matière. L'exploitation des données du SI-GRH pour l'aide à la décision, l'actualisation régulière des données et leur valorisation comme référence unique de gestion, la digitalisation des actes administratifs et de la gestion du personnel, la digitalisation des dispositifs d'accès et de pointage en remplacement des cahiers de présence et la création d'un comité permanent de suivi de la mise en œuvre du SI-GRH. Cette cérémonie est l'expression de la volonté de nos autorités d'insuffler une nouvelle dynamique dans le processus de refondation du Mali à travers une gestion saine, efficace et efficiente de nos ressources humaines et financières. Clôture de la 11e édition de la Journée internationale de la lutte contre la traite humaine. Pendant 2 semaines, Bamako et plusieurs régions du Mali ont réfléchi pour la même cause, dire non à la traite des êtres humains et aux pratiques assimilées. Des initiatives portées par le gouvernement et ses partenaires comme Indamali, ONUDC, OIM et le Royaume des Pays-Bas ont fait le point de la cérémonie avec Bokari Koulibaly. Sensibilisation, formation, plaidoyer, action caritative, voilà les activités qui ont marqué les 2 semaines de campagne de lutte contre la traite des êtres humains avec comme objectif défendre la dignité humaine. Au terme de la campagne, les initiateurs tirent un bilan satisfaisant. Oumou Niaré, coordinatrice du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Ces activités, portées par une synergie, ont permis de renforcer la visibilité de la lutte contre la traite des personnes au Mali. Elles ont aussi contribué à mobiliser les consciences et à poser les jalons d'une action durable. Baba Diara, coordinateur exécutif Indamali. Chacun de nous devient une sentinelle contre l'exploitation humaine. La bataille se joue aussi sur le terrain numérique. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne sont devenus des terreaux fertiles pour les trafiquants. Face à cette menace, des partenaires comme l'ONUDC, l'OIM et le Royaume des Pays-Bas soutiennent le gouvernement avec des initiatives innovantes. Agaïcha Walet Ahmadou Diko, représentante de l'ONUDC. Des conférences organisées avec les forces de sécurité ont permis de renforcer les synergies opérationnelles en mettant l'accent sur l'identification, la protection des victimes et la poursuite des auteurs. Daniel Viviani, chef de mission OIM. Le programme Compass, financé par le Royaume des Pays-Bas, nous a permis d'appuyer l'élaboration du plan 2023-2027 à travers des consultations multisectorielles, former plus de 200 acteurs nationaux, sensibiliser les communautés dans les zones à risque, fournir une assistance à plus de 500 victimes, incluant leur protection, leur retour volontaire et leur réintégration. Les réformes avancent, les résultats sont encourageants, mais la traite humaine reste un tueur silencieux, difficile à éradiquer. Mahmoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il importe de rappeler qu'en 2024, les efforts conjoints de l'État et des partenaires ont permis l'identification et la prise en charge de 629 victimes, l'ouverture de 430 enquêtes ainsi que la condamnation de 8 trafiquants. Une opération à Bamako a conduit à l'arrestation en février 2025 de 477 individus impliqués dans un vaste réseau de traite des personnes et d'escroquerie transnationale. Il convient de reconnaître que d'importants défis subsistent. Nous pouvons noter les difficultés dans la collecte et le traitement des données, la faiblesse de la coordination interinstitutionnelle, la porosité des frontières et la tolérance sociale silencieuse face à certaines formes d'exploitation. Cette année, Indamali a été récompensé pour son engagement avec le prix Boubacar Touré. La cérémonie de clôture de la 11e édition de la Journée internationale de lutte contre la traite a été marquée par des projections de vidéos de sensibilisation, une poésie et la visite des stands. Sur tout autre plan, au Mali, donc, un nouveau projet promet donc de révolutionner l'accès à l'eau et au transport rural dans les zones agricoles.
La FAO, en collaboration avec le gouvernement malien et l'appui technologique du Japon, a lancé un ambitieux programme de construction de routes agricoles et de réservoirs d'eau grâce à un produit innovant et de durcissement des sols. Le projet est financé par le Japon à hauteur de 600 millions de francs CFA. Le reportage est signé Moussa Kamara. C'est dans les locaux de la direction financière et du matériel du ministère de l'Agriculture que les jalons d'un projet ambitieux ont été posés. Il s'agit du projet de construction des pistes agricoles et des réservoirs d'eau. D'une durée de 12 mois, la maîtrise d'ouvrage est assurée par la FAO. Abdul Karim Ba, représentant de la FAO au Mali. À Baguineda, cette technologie sera appliquée pour réaliser des objectifs spécifiques et concrets. Le renforcement de l'entretien de routes agricoles construites avec un produit spécial de durcissement des sols. Et enfin, la promotion des techniques sûres de collecte d'eau de ruissellement dans les bassins de collecte aménagés au profit de 400 ménages agro-silvopastoraux. Le projet soutenu par le gouvernement japonais entend répondre à des défis structurels majeurs pour le monde rural. Il s'inscrit dans le cadre de la coopération économique multilatérale non remboursable du Japon en faveur du peuple malien. Yuko Murata, ambassadeur du Japon au Mali. Financé par le Japon à hauteur d'1 million d'US dollars sur son budget supplémentaire de l'année 2024-2025. Ce projet soutiendra directement 400 ménages pour 2400 personnes, dont 47% des femmes. Le nombre de bénéficiaires indirects est estimé à 91 682 personnes, dont 51% d'hommes et 49% des femmes. À travers ces projets, le Japon apporte son expertise technologique au service de l'agriculture malienne. Daniel Simeon Kilema, ministre de l'Agriculture. Il a entendu sa mise en œuvre, entre autres, l'amélioration de l'accessibilité des communautés rurales au marché agricole à travers l'entretien de 9 km de routes agricoles. La promotion de la sécurité hydraulique des cultures à travers la réhabilitation des canaux d'irrigation, le renforcement des capacités professionnelles et institutionnelles des bénéficiaires à l'utilisation des produits de durcissement et la mise en place des comités de suivi. Ce projet pilote qui démarre à Baguineda pourra s'étendre à l'échelle nationale si les résultats sont concluants. Une nouvelle voie s'ouvre donc pour l'agriculture malienne, pavée d'innovation, de coopération et d'espoir. Radio Mali, 13h14. Actualité hors de nos frontières. En RD Congo, l'ex-président du Botswana, Mugweti Masisi, a été désigné par la communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est SADC pour discuter de la situation dans l'Est du pays. La décision a été prise lors d'un sommet extraordinaire conjoint tenu en ligne mercredi avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Par ailleurs, les États-Unis sanctionnent les acteurs de violence, du commerce illégal de minerais en RDC. Au Congo-Brazzaville, un grand défilé civil et militaire s'est déroulé hier, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Et la veille, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a prononcé la paix, du moins pour la paix, défendu le panafricanisme et déploré un contexte international miné par la guerre. Dans son discours, le chef d'État ne s'est pas prononcé sur une nouvelle candidature à l'élection présidentielle prochaine. Une allocution qui n'a pas convaincu l'opposition et elle a vite réagi en critiquant le discours du chef de l'État. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump et son homologue Vladimir Poutine se sont entretenus hier à Alaska. Les échanges se sont déroulés à huis clos. Les deux chefs d'État ont assuré avoir eu des pourparlers constructifs, productifs et respectueux. Une autre rencontre est prévue dans les jours à venir, mais aucune date n'a été précisée. Selon le président américain, un accord de mettre fin à la guerre en Ukraine dépend désormais du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est attendu aux Émirats arabes unis. Dans la capitale émirati Abu Dhabi, il sera coprésident avec son homologue de la deuxième commission mixte de coopération entre le Mali et les Émirats arabes unis. Mais déjà, les experts des deux pays se sont concertés, ils se concertent d'ailleurs, pour peaufiner les documents. Et plusieurs secteurs sont concernés comme l'agriculture, le commerce, les énergies renouvelables et la culture, ce qui devrait donner un nouveau souffle à la coopération entre les deux pays. Il y a aussi nos envois spéciaux à Abu Dhabi, Mohamed Diarra et Djili Maran Diabaté.
Les Émirats arabes unis ouvrent de nouveau leurs portes au pays de Kankou Moussa. Question de renforcer les liens de coopération bilatérale avec le Mali. Maliens et Émiratis se retrouvent le lundi 18 août 2025 à Abu Dhabi, dans la capitale, pour la deuxième session de la commission mixte de coopération après la première tenue en 2018 et qui avait déjà posé les prémices d'un partenariat solide et avantageux. Mahamoud Mohamed Arbi, directeur Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Notre coopération avec les Émirats arabes unis a connu un très grand ralentissement. Or, les opportunités d'affaires, les opportunités d'échanges culturels et économiques sont très importantes entre nos deux pays, comme l'atteste le nombre de visiteurs maliens qui s'élève à près de 22 600 en nos jours. Donc c'est un pays qui a d'énormes potentialités financières. Avant le jour J, les experts des deux pays ont travaillé ce vendredi 15 août sur le dernier réglage, y compris les documents de travail pour qu'aucun détail n'échappe. Plusieurs secteurs sont concernés par cette coopération. La signature de différents accords et conventions s'inscrit dans la vision du président de la transition car les engagements doivent être conformes aux trois principes qui guident désormais l'action publique au Mali et nos relations de coopération. Nous avons insisté sur ces aspects-là, mais les projets qui peuvent, n'est-ce pas, s'ingérer ou en tout cas porter atteinte à la question de notre intégrité ou de notre souveraineté ou des questions qui peuvent ne pas être bénéfiques aux populations sont des questions qui ont été élaguées. Nous nous réjouissons que la partie émiratie ait compris nos différentes positions. Depuis les premières heures de son indépendance, ce État du Golfe avait manifesté son attachement au Mali, notamment avec la visite à Bamako en décembre 1985 de son président Mohamed Ben Sayed Ben Sultan. Aujourd'hui, les dirigeants des deux pays s'inscrivent dans la voie tracée par leurs prédécesseurs. Abu Dhabi, Mohamed Diarra Djelimara Diabaté pour l'ORTM. Sport, la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 tend vers sa fin. Le verdict du groupe B sera connu cet après-midi à l'issue des rencontres Burkina Faso-Madagascar et République centrafricaine Tanzanie. Sur le plan national, la 5e édition de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta a démarré hier vendredi au stade Mamadou Konaté. En match d'ouverture, l'équipe de la présidence est venue à bout de celle de Kidal par 1-0. C'était dans la présence du Premier ministre qui a présidé l'événement. En basketball, le Mali joue ce samedi contre le Sénégal en afro-basket masculin Angola 2025. Un match crucial pour les deux équipes. La Passeport porte la signature de Famouri Dourté. La 31e édition de l'Afrobasket masculin bat son plein en Angola. Les aigles basketteurs du Mali jouent ce samedi à partir de 13h30 GMT contre les Lions de la Teranga du Sénégal au compte de la 3e journée dans le groupe D. Maliens et Sénégalais totalisent chacun une victoire et une défaite en 2 sorties. Cette 3e journée sera donc cruciale pour les deux sélections en vue d'une qualification directe pour les quarts de finale. Le Mali et le Sénégal partagent le groupe D avec l'Égypte qui réalise un sans faute jusque-là et l'Ouganda. Je rappelle que seuls les premiers de groupe seront directement qualifiés pour les quarts. Les 2e et les 3e devront passer par des matchs de barrage pour espérer accéder au top 8 continental. Mali-Sénégal, c'est ce samedi à 13h30 GMT à suivre sur ORTM 1. Football, Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, édition 2025. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a donné ce vendredi 15 août le coup d'envoi de la 5e édition qui regroupe cette année 23 équipes, les 19 régions du Mali, une sélection du district de Bamako et les équipes de la présidence, du CNT et du gouvernement. Pour le chef du gouvernement, la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta est un espace de brassage, de cohésion entre les jeunes du pays et un moment de retrouvailles. La rencontre inaugurale a été remportée par la présidence de la République qui a battu Kidal par 1-0. Écoutons le chef du gouvernement à la fin du match d'ouverture au micro de Momari Kodé et Aliou Touré. C'est l'occasion de le rappeler. Le chef de l'État, à juste titre, considère la jeunesse malienne comme étant le socle de la refondation de notre pays, donc l'édification du Mali courant. Et c'est la raison pour laquelle il n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le sport dans notre pays. L'organisation de la 5e édition de la Super Coupe dédiée au chef de l'État aujourd'hui arrive en maturité. Ceci s'explique en tout cas par la participation pour la première fois de 19 équipes provenant des 19 régions administratives de notre pays, en plus du district de Bamako. C'est également l'occasion de rappeler les objectifs qui est recherché, de promouvoir la pratique du sport, également de renforcer la cohésion et l'unité nationale, promouvoir l'esprit de fair play. C'est un sport, c'est un moment de fête, donc il est important que la Super Coupe reste dans cette proportion et dans cette dimension.
3 rencontres sont au programme ce samedi. À 16h, au stade Mamadou Konaté, l'équipe de Mopti joue contre celle de Nara. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, le gouvernement affronte Taoudeni. À 19h, au stade Mamadou Konaté, la région de San défie celle des Gao. La finale de la 5e édition de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta est prévue pour le 7 septembre 2025. Championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, la 4e et dernière journée du groupe B se joue ce samedi. Le Burkina Faso sera face à Madagascar et la République centrafricaine affrontera la Tanzanie. La Mauritanie, qui a déjà effectué 4 sorties, est exemptée de cette journée. Dans ce groupe B, la Tanzanie avec 9 points est déjà qualifiée. La Mauritanie, qui occupe la 2e place avec 7 points, reste sous la médasse de Madagascar 4 points. Le Burkina Faso et la Centrafrique sont éliminés. Élimination également hier vendredi de la Guinée-Conakry et du Niger dans le groupe C. Les deux sélections ont fait match nul contre respectivement l'Algérie et l'Afrique du Sud sur les scores de 1-1 et 0-0. Avec une victoire, un match nul et 2 défaites, 4 points glanés sur 12 possibles, le Sili A' est officiellement éliminé. Tout comme la Guinée, le MENA A' du Niger est éliminé aussi de la course à la qualification pour les quarts de finale après son match nul 0-0 contre l'Afrique du Sud. Le Niger compte 1 point en 3 matchs. Le tournoi féminin de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA, de la zone A, qualificatif pour la Ligue féminine des clubs champions de la CAF, prend fin demain dimanche à Dakar au Sénégal. Les 2 dernières rencontres mettront aux prises les Determine Girls du Libéria et Berewilling FC de la Gambie et les Aigles de la Médina du Sénégal contre Ram Camara de la Sierra Leone. 2 matchs sans enjeu puisque l'USFAS, le représentant du Mali, a empoché l'unique ticket pour la prochaine Ligue féminine des clubs champions de la CAF. Néanmoins, les Maliennes attendront la fin de la compétition ce dimanche pour soulever le trophée de l'édition 2025 du tournoi des qualifications de football féminin de l'UFOA de la zone A. Page Mali Culture 2025. Dans ce journal, nous allons nous plonger donc dans les méandres des nattes artisanales à base de rognier ou de palmier. En Afrique de l'Ouest et particulièrement au Mali, les nattes sont souvent utilisées comme lit de couchage, en particulier dans les zones rurales. Au-delà de cet usage, cette natte aussi a un rôle capital dans les rituels funéraires et les mariages. Elle offre également une alternative rafraîchissante et confortable pour dormir, surtout pendant les périodes de chaleur. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de notre équipe à 100, dirigé par Idrissa Koné. Jadis, utilisées régulièrement dans nos sociétés, les nattes artisanales étaient un élément phare dans les traditions africaines, notamment en milieu rural. Ainsi, dérouler la natte à son invité symbolisait un accueil chaleureux avec tous les honneurs. Fadjala Damile, porte-parole du Recotrad 100. Un étranger, quand il vient chez toi, tu déplies la natte pour lui. Cet étranger-là doit avoir l'esprit que tu t'es ouvert à lui. Alassane Traoré, commerçant. Le marché de la natte artisanale est très timide actuellement. Sinon, je vends les 2 qualités. Les nattes aux bordures noires pour les mariages et celles de la couleur unique pour les rites funéraires. Souvent, certains accompagnateurs des malades à l'hôpital viennent les acheter parce qu'elles produisent moins de chaleur. Cela fait 35 ans que je fais ce commerce ici. Ces nattes tissées à partir de matériaux naturels comme le raffia, le bambou ou encore le rognier, sa technique de fabrication est un art. Elle est léguée de génération en génération. Adam Diko, presseuse de nattes. Nous avons hérité ce métier de nos mamans. Nous ne faisons que ça ici à 100. Cela nous permet de gagner notre vie. Même si la confection d'une natte peut prendre une semaine et que l'unité coûte 1500 francs. Fadjala Damile, porte-parole du Recotrad 100. En milieu peul, généralement on dit que si tu t'assois sur la natte traditionnelle, en t'asseyant et que tu prennes une petite partie comme cure-dent, il ne t'arrivera jamais de péter jusqu'à ce que quelqu'un entende le son sur cette natte. Korotimi Traoré, conseillère conjugale. Les nattes artisanales sont à base de feuilles d'arbre. Son utilisation purifie l'être humain. Certaines personnes viennent chercher avec nous les bordures noires qui l'entourent pour en faire de l'encens. Ça chasse les esprits maléfiques. En tant que conseillère conjugale, je n'accepte jamais les nattes en plastique pendant les noces. Les nattes artisanales, en plus d'offrir une alternative confortable et rafraîchissante pour le couchage pendant les périodes chaudes, reflètent notre société par ses caractéristiques. Kourotimi Traoré, conseillère conjugale. La natte est à l'image de notre société. Tu vois comment c'est tressé du début jusqu'à la fin. Notre société est à cette image.
quand tu pars au marché. Regarde comment les gens se faufilent. Nous devons recoudre notre tissu social de la sorte. C'est ça la natte. Damele Kurotimi Koita, ménagère à Ngwa. Dans toute la localité de Ngwa, nous utilisons les nattes artisanales, surtout à bordure noire pendant la période des noces. Ceci est bien spécifié à celui qui part l'acheter. Avec la modernité, les usages traditionnels liés à ces nattes tendent à disparaître dans beaucoup de localités. Djangina Damele, imam Anwa. Quand il y a un décès dans le village, nous achetons la natte artisanale dans laquelle nous couchons le défunt. Nous sommes nés trouver cette pratique et elle continue toujours. C'est surtout la natte à la couleur unique que nous utilisons. C'est une pratique qui fait partie de nos us et coutumes. Damele Kurotimi Koita, ménagère Anwa. Chez nous, après le décès du mari, chacun des beaux-frères t'apporte une natte aux bordures noires, quel que soit leur nombre. On les superpose une à une, les couds, et tu commences ton veuvage là-dessus. Cette étape marque la fin d'une histoire et le début d'une autre. Après les 4 mois et 10 jours du veuvage, on te demande si tu veux te remarier à un de ses beaux-frères. Dans certaines localités, si ta décision est négative, on remet toutes ces nattes à une vieille du village ou une veuve du 3e âge, ce qui signifie la fin de ton séjour dans cette famille. Vous comprenez donc avec moi que la natte artisanale est plus qu'un simple objet. Au-delà de sa sacralité, les nattes artisanales sont aussi considérées comme des mobiliers de foyer, servant de décor et à couvrir les planchers ou à revêtir les murs des pièces d'habitation. Sa disparition peu à peu au profit des nattes modernes n'est-elle pas une menace pour ce corps de métier? Adama Traoré, agent à la direction régionale de l'artisanat de sang. Effectivement, c'est un corps de métier qui est en train de mourir à petit feu. Ces fabricants-là, et ils le font. Il n'y a que 2 options maintenant, soit pour les mariages ou pour les funérailles. Justement, les gens utilisent seulement pour ça. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Voilà, sur cette note culturelle prend fin ce journal pendant que les 13h passées de 28 minutes à Nonsobougou dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Chienou avec la communauté technique de Absi Traoré, mise en ligne Abdulaziz Koulibaly, réalisation de Raban Sanogo. Merci à Ousmane Dao pour la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré et vous pourrez suivre juste après la lecture des avis de communiqué avec Kanin Keita. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Fananani baumi tumbe dunia kono olutu nuna wani